Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous accueillir dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. Connaissez-vous l'histoire de Khagne Faye, Ould MCK, Ino Alex, Yaïdi Kondiaï, Moussa Bambara, ces grands bandits, ou bien ces grands noms du banditisme sénégalais à l'honneur dans Belle ligne. Un auteur lève le voile sur leur vie, leur parcours, leur évolution, leur désinsertion sociale, leur modus operandi. Hors la loi ou contre la loi, en tout cas, un combat s'enclenche dans l'espace social avec forcément des victimes collatérales. 30 minutes, le temps de tourner au bandit avec l'auteur de cet ouvrage, professeur Ousseynou Faye. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Sarr. Merci de m'avoir invité pour discuter avec vous de l'histoire de personnages que l'on considère comme étant des bandits. J'écris leur nom en italique dans l'ouvrage pour dire que le mot cache toute une complexité. Et pourquoi les bandits? Pourquoi écrire sur les bandits? Pourquoi écrire sur les bandits? D'abord parce que ça a été ma première spécialisation. En 1978, j'ai commencé des recherches sur l'histoire de la criminalité. Un mémoire de maîtrise. Et 10 ans après, j'ai soutenu une thèse de doctorat également sur l'histoire de la criminalité urbaine à Dakar. Et ensuite, j'ai encadré un étudiant qui est aujourd'hui professeur titulaire, qui a également produit une thèse de doctorat de 3e cycle sur l'histoire des bandits. Et le 21 mars dernier, j'ai fait soutenir à l'université de Bouaké une thèse de doctorat sur les Iguéis, c'est-à-dire les loubards ou les bandits ivoiriens. Donc, il s'agit de l'histoire de ma spécialisation, de ma primo-spécialisation. Premièrement. Deuxièmement, nous, historiens, pendant longtemps, nous avions l'habitude de lire les sociétés en nous intéressant au centre de ces sociétés. Alors qu'il y a les versants, il y a ce qu'on appelle les marges. Une société se lit en son centre et sur ses marges. Ce qui fait que si on ne s'intéresse pas aux marges, il ne sera pas possible de produire une bonne synthèse. Ajoutez à cela maintenant, il y a ce qu'on pourrait appeler le marché de la sécurité ou le marché de l'insécurité. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un petit fait divers pour qu'aujourd'hui, le compte-rendu qui en est fait, la relation qui en est faite, c'est vrai, montre qu'il y a un écart de conduite, il y a une infraction, mais ce qui ressort de tout cela, c'est que le sentiment d'insécurité est développé. Il y a l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Et cela a abouti en particulier à ce qu'on pourrait appeler même la privatisation de la sécurité. Vous avez un ensemble de services de sécurité qui sont là, qui relèvent du privé et qui, d'une façon ou d'une autre, disputent à l'État, si ce n'est pas le monopole de l'exercice de la violence, mais également, mais tout au moins, le monopole du port des signes qui indiquent que nous sommes en présence d'agents qui gèrent tout ce qui relève de la sécurité. Je suis joyeux quand on parle des bandits, ce n'est pas un paradoxe, c'est dû à la qualité de cet ouvrage. Une notion qui touche aussi bien la barre que la base de la pyramide sociale, parce que vous parlez un peu des princes pilleurs. L'expression m'a fait sourire, mais ça a existé, les princes pilleurs. Oui, pourquoi prince pilleurs? Il est possible même de partir de l'actualité. Oui. En Amérique latine, vous avez des chefs d'État qui ont quitté le pouvoir et qui sont retrouvés en prison. Oui. Vous le savez. Vous le savez comme moi. Il y a Lula, par exemple. Alors, ce qui est réel, c'est que, aussi bien dans nos sociétés sénégambiennes que dans d'autres sociétés, vous avez des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'élite, qui ont été coupables de faits prévus et punis par la loi. Oui. Et ce qui est surtout remarquable à leur niveau, c'est qu'en général, on a tendance à gommer, à diluer leurs fautes. On parle de transgression, on parle de digression,
Un peu d'euphémisme. Oui, c'est de l'euphémisme, mais c'est pour préparer ce qu'on pourrait appeler le rite de pardon qui s'ensuit. C'est vrai. Et en général, comme on le dit en sociologie financière d'ailleurs, quand il s'agit de quelqu'un qui appartient à l'élite, s'il commet une infraction, s'il l'a bien préparée, en général, il va être complètement difficile de prouver cette infraction. Ce qui fait qu'en sociologie financière, ceux qui ont travaillé surtout sur ces questions de criminalité financière disent que quand quelqu'un qui est en haut, comme disent les Ivoiriens, est accusé d'avoir commis telle et telle chose, plus on a des difficultés à prouver qu'il a commis cela, plus il faut être convaincu que c'est vrai. Et dans ce cas, on est, pour les princes-pilleurs, ils étaient des almamis. Les princes-pilleurs se recrutaient partout. Ça renvoie à l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie. C'est dans le sillage de la traite négrière, une économie de rapine. Il s'agit de s'accaparer d'abord de l'homme, qui est considéré comme un bien. Il s'agit de s'accaparer des biens des autres. Et ce qui fait que c'est dans ce sillage que pour les élites politiques, s'emparer de prisonniers, les vendre ou investir les territoires des autres pour s'emparer de leurs biens, ça a fait partie finalement de leur culture. Et c'est ça que l'on a. Il ne s'agit pas seulement du Fouta ou du Oundou, mais ça a concerné le Wallo, ça a concerné le Djolof. Bref, en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler le nord et le centre de la Sénégambie, ça a été un fait répandu. Et allez-y. Maintenant, je m'intéresse à ça. Et ce qui fait que dans mon livre, je ne parle pas tout simplement de conflit avec la loi, mais je parle de conflit avec la société. Dans la mesure où ces princes étant au pouvoir, exerçant au pouvoir, bien entendu, ils auront à élaborer des lois qui les protègent. Ils vont produire des idéologies de consentement, des discours de légitimation qui certainement pourront convaincre. Mais quand vous faites appel à la catégorie d'analyse qui est le conflit avec la société, vous comprendrez qu'en vérité, ils ont commis des actes. Ils ont été coupables d'actes qui s'écartent de ce qu'on a comme normalité sociale. Exactement. Il ne faut pas s'emparer du bien d'autrui. Le bien d'autrui, il faut le laisser à autrui ou il faut le rendre à autrui. S'il l'a perdu et si on sait qu'il l'a perdu. Et de quand s'activer dans le vol de bétail, une pratique répandue, vous l'expliquez dans cet ouvrage, comment comprendre un tel phénomène? Parce que le bétail est une ressource, une richesse. Vous prenez le milieu Peul, si vous avez un cheptel, vous comptez, vous appartenez à l'élite. Vous avez droit à la parole quand ceux qui doivent décider se retrouvent sous l'arbre à palabres. Vous n'avez pas de troupeau, vous n'avez pas de cheptel, vous n'avez pas droit au chapitre. Et c'est ça qui fait que dans les années 60-70, quand il y a eu les sécheresses, il y a eu des cas de suicide d'éleveurs qui avaient tout perdu. Vous prenez par exemple le monde sérère avec son système agropastoral. La vache, elle ne vous donne pas que du lait. Elle vous donne de la fumure animale. Cette fumure animale, vous l'utilisez avec la fumure végétale pour avoir des rendements élevés. Ensuite, il y a le fait qu'un ensemble de rites cérémoniels nécessite que l'on sacrifie des animaux. Et si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de sacrifier ce qu'on pourrait appeler un taureau, en matière de considération sociale, il y a une baisse du regard que l'on a envers vous, pour utiliser en l'inversant la belle expression de Julie Kristeva quand elle parle de regard vertical. Et enfin, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est quelqu'un qui est toujours
à la quête de la ressource, à la quête du bien. Il faut qu'il ait un bien. Et il se trouve que avoir un troupeau, avoir des vaches, ou avoir des moutons, ou avoir des chameaux, des dromadaires, cela fait partie des plus grandes aspirations. Et quand on a tout cela, on considère qu'on a réglé son problème de réussite sociale. Quittons le milieu rural pour venir dans les villes. Un espace aussi criminogène. Et vous expliquez les facteurs. Que sont-ils? Ou bien quels sont-ils? La première chose, le premier facteur, c'est que la ville concentre l'essentiel des richesses dans l'histoire moderne. Tout au moins depuis, on pourrait dire depuis la Renaissance, mais c'est antérieur. Mais disons depuis la Renaissance et avec la Révolution industrielle, on se rend compte que l'essentiel des richesses sociales sont concentrées dans les villes. Et c'est ça qui fait que la ville est un lieu où il y a des disputes, où on se dispute ces richesses. Le riche va en ville, espère vaincre son infortune. Oui. Le riche est installé en ville. Pourquoi? Parce que c'est le centre des affaires. Balzac a raison de comparer le centre-ville à un ventre. Un ventre qui grouille. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la ville est par excellence un lieu où les disparités sociales sont frappantes. Exactement. Autant vous avez des personnes qui sont extrêmement riches, autant vous avez des personnes qui sont dans un extrême dénuement. Oui. Certains passent la nuit dans des palaces, d'autres passent la nuit dans des bidonvilles, dans des campements de travailleurs. Parfois la nuit, quand ils dorment, des souris rongent leurs talons. Il y en a qui n'ont même pas le luxe de dormir dans un abri provisoire. Ils dorment en plein air. Oui. Il s'y ajoute que les pouvoirs publics, le pouvoir d'État réglementent la vie en ville, la vie économique, la vie sociale. Et pour être plus simple, il y a une sorte d'interdit, il y a des gestes à ne pas faire, il y a des lieux où il faut aller, il y a des lieux où il ne faut pas aller. Il y a des choses à faire à telle heure et des choses à ne pas faire à telle heure. Ce qui fait que ce recours au réglementarisme amplifie ce qu'on appelle les infractions. Il y a aussi, le système de l'anonymat. On ne connaît pas tout le monde. Voilà, il y a le système de l'anonymat. La ville, c'est un lieu de rencontre entre des gens qui se connaissent, mais également entre des gens qui ne se connaissent pas. La ville, c'est un lieu où il y a un relâchement du contrôle parental. La ville, c'est un lieu où il y a toutes les tentations, avec le loisir cinématographique, avec les bars, avec les dancing, bref, avec un ensemble de lieux festifs. Et tout cela participe à ceci, c'est que de plus en plus, des gens sont tentés par l'adoption de comportements qui sont réprouvés par la loi, des actes qui sont réprouvés par la loi, ou de comportements, d'actes ou de discours qui sont réprouvés par la société. Oui. Parlons maintenant de ces grands noms plus connus. Commençons par Khagne Faye. Khagne Faye. Voleur ou résistant? Khagne Faye, ce qui est intéressant pour lui, c'est que justement, je le considère dans le livre comme étant le premier bandit social, le bandit d'honneur populaire. Autrement dit, un justicier, un redresseur de tort. Un Robin Hoodisme. Voilà, le Robin Hoodisme, tiré de l'expression Robin Hood en anglais. Quand ce qui est intéressant à ce niveau, ce n'est pas tout simplement le fait qu'il ait participé à la lutte contre
Ouais. les expéditions punitives, dites punitives des Français, notamment avec Pinet-Laprade, qui n'étaient pas en réalité des expéditions punitives, c'était des prétextes. Mais ce qui intéressait l'armée française, ce qui intéressait les autorités du second arrondissement de la colonie de l'indépendance, c'est s'emparer des cheptels des paysans sérères. Mais ce qui est intéressant avec Kagn Faye, c'est que justement, sa société avait compris qu'elle est prise en tenaille. Il y a la pression militaire française qui est de plus en plus forte. Et il y a également, la pression des aristocrates kadioriens qui continuent à s'exercer. Et ce qui fait que, pour l'essentiel, la plupart de tous ces villages étaient édifiés à côté de forêts. Vous avez l'école polytechnique aujourd'hui là, de Thiès, là où se trouve, c'était le site du village de Ndiès. Et c'était à côté d'une forêt de Sabah sénégalensis, de Mad. Quand on dit aux gens qu'il y a eu, dans un passé récent, dans cette zone des Mad, on ne vous croit pas. Et ce qui intéressait Kagn, c'est que non seulement il y a ces deux pressions, mais il y a que le Tchangin, le pays des Sérères non, était un espace traversé périodiquement, je n'ose pas dire quotidiennement, par des voyageurs qui allaient au comptoir de Rufisque, qui quittaient le Kadior. Et tout cela a été perçu comme étant des formes d'intrusion. Autrement dit, des formes d'agression. Vous n'avez pas invité quelqu'un chez vous, il vient chez vous, il traverse chez vous, il s'en va. Et ce qui fait que Kagn, ce qui l'a davantage intéressé à ce niveau, c'est au fond de lutter contre cela. Parce que le justicier ne s'attaque rarement aux grands obstacles. Il s'attaque aux petits obstacles. Et il fallait s'opposer à ces voyageurs. Et le nom Aloub Kagn vient de... Le nom Aloub Kagn... Oui, c'est intéressant, hein? Aloub Kagn, oui. Aloub Kagn... C'était son antre. Ou ravin des voleurs, vient de là. Parce que c'est le lieu où Kagn opérait. Seul ou avec certainement quelques compagnons, parce que bien entendu, ce qui est aussi particulier dans cette histoire, c'est que vous avez malgré tout des zones d'ombre. J'ai travaillé sur la biographie de Kagn Faye. Ça n'a pas été facile d'avoir les informations orales pour un ensemble de raisons. Mais voilà en ce qui concerne. Continuons le voyage, professeur. D'Ndiès à Djéguène, pour parler un peu de l'enfant de Djéguène, Yaye Dikone. Moi, vraiment, je pensais que c'était un mythe, mais il a existé. Vous l'appelez un bandit au grand cœur, Yaye Dikone. Oui, c'est un bandit au grand cœur, un bandit social, retournons l'expression, parce qu'il y a bandit de grand chemin, c'est-à-dire le bandit que la loi et la société réprouvent, mais il y a le bandit social ou le bandit d'honneur populaire. Pour l'autorité étatique, il est un simple bandit. Mais pour ses congénères, il n'est pas un bandit, c'est un justicier, c'est un redresseur de tort. Il est aimé par les populations. Il est aimé par les populations. Par les enfants. Et il est protégé par les populations. Et Yaye Dikone avait un grand cœur, il était aimé aussi bien par les enfants que par les femmes. Les enfants, pourquoi? Parce que tout simplement, Yaye Dikone savait satisfaire une de leurs attentes. Une des attentes des enfants de Dakar à l'époque, c'était entrer dans une salle de cinéma. J'ai un de mes anciens étudiants qui est en ce moment à la FAS, qui a produit une excellente thèse sur le loisir cinématographique. Entrer au cinéma, aller au cinéma, entrer au cinéma, ça faisait partie, si vous voulez, du vécu quotidien que les enfants élaboraient. Et n'ayant pas d'argent, ce qui se passe souvent, ils rôdaient près de la porte. Et quand Yaye Dikone faisait apparition,
il les faisait entrer par effraction dans les salles de cinéma. Et également quand les enfants voyaient dans des étagères des bonbons, ils en voulaient, mais ils n'avaient pas d'argent. Oui. S'il est présent, et bien entendu, c'est le libre service à la limite. Il faisait également le justicier pour les femmes battues par leur mari. Voilà pour les femmes battues, c'est-à-dire les femmes qui subissaient ce qu'on appelle la rossée conjugale. Il avait l'habitude de prendre leur défense quand il se présentait. Il corrigeait le mari qui corrigeait sa femme. Et parce que tout simplement, pour lui, il ne s'oppose pas à la masculinité triomphante. Il ne s'intéresse pas à ce qu'on pourrait appeler la masculinité hégémonique. Il ne remet pas en cause le rôle du mari comme étant, si vous voulez, celui qui dirige le couple. Mais ce qu'il voulait, c'était une esthétisation de la domination masculine. Pour lui, il était possible, c'est moi qui interprète, il était possible de s'entendre avec sa femme, d'avoir une femme dévouée sans recourir à la violence. Avait-il des djinns, professeur? On est dans le champ de ses origines même. Avait-il des djinns, Yaya Dikone? Était-il avec des djinns? Il le dit dans une interview qu'il a accordée à Mody Diop en 1981. Oui. Mais si vous faites attention, même dans l'histoire de ceux-là qu'on appelle des guérisseurs, des sorciers, certains disent qu'ils ont des djinns. Le djinn est un personnage, un être surnaturel auquel on fait souvent appel. Mais moi, historien, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il s'agit tout simplement de la convocation d'une force d'appoint. Qui venait? Non, d'une force d'appoint. Non, pour moi, il s'agit tout simplement... Parce que comment comprendre cette force de Yaya Dikone? Yaya Dikone, pour moi, il ne faisait qu'impressionner en disant qu'il avait des djinns. Mais Yaya Dikone, il ne faut pas l'oublier, je le dis dans le livre, c'est quelqu'un qui a appris la boxe. Oui, très tôt. Dans le sous-sol du marché Sandaga. Il a bien assimilé l'art de la boxe. Il a évolué très tôt dans des bandes d'enfants des rues et des plages. C'est un orphelin qui a vécu, qui est entré très tôt dans la désinsertion sociale. Oui. Et donc, évoluant dans des bandes. Parce que vous savez, dans les bandes, il faut savoir se battre pour se faire respecter. Quand on veut être leader d'une bande également, il faut être celui qui domine tous les autres. Mais il faut se préparer à affronter un élément étranger à la bande qui veut intégrer la bande et qui veut prendre le commandement de la bande. Et tout cela a fait que Yaya Dikone est devenu quelqu'un d'endurci, un bagarreur expérimenté. Ajouté à cela, il était un colosse. C'est la différence, par exemple, avec Pathé Bangoura dans le Fouladou. C'est ça qui fait la différence également avec un personnage que vous connaissez actuellement, qu'on appelle Boy Djiné. Tout ça, c'est des personnages qui sont alors que Yaya Dikone, lui, était... Peut-être c'est lui le grand dîner, parce que vous parlez un peu de ces cas d'évasion de 1948 à 1956, 13 évasions, dont 6 qui se sont terminées par une capture, et sa zone de refuge était Dakar. Il ne quittait pas la capitale. Donc quand il s'évadait, quand il s'évadait, il quittait Dakar. Le territoire de repli de Yaya Dikone va jusqu'en Gambie. Ok. À la Gambie, qui revient encore. Et c'est ça qui fait que quand il a fait un séjour à la prison de Kaolack, c'est parce qu'il a été capturé en Gambie. Et pour son transfèrement à Dakar, il a d'abord transité par la prison de Kaolack. Maintenant, le territoire du crime avec ou sans guillemets de Yaya Dikone, lui, c'est un quadrilatère. Ça concerne Dakar, ça concerne Rufisque, ça concerne Mbour et Thiès. Voilà la zone d'évolution de Yaya Dikone. Mais quand il s'évadait, il cherchait dans un premier temps à se cacher à Dakar. Kipkoko, Koloban, Almenkou,
tous ces quartiers qui n'existent plus, que j'ai eu la chance de connaître quand j'ai fait Dakar dans les années 60. J'étais encore très jeune à l'école primaire. Et puis maintenant, si ça ne marchait pas, il y a Dikone qui quittait Dakar. Il allait à Rufisque, parce que ne l'oublions pas, Rufisque a été un des lieux de refuge prisés par tous ceux-là qui étaient recherchés par la police. Et quand ça ne marchait pas toujours, Boya Dikone retournait à ses origines parfois, à Ngekor. Et maintenant, quand la pression policière est très très forte, c'est en ce moment-là qu'il va très loin. Et aller très loin, pour lui, ça a signifié aller jusqu'en Gambie. Parlons d'autres seigneurs du cambriolage. Je reprends vos propres mots. La bande à Alex, pas à Ino. Vous le dites parce que Alex était le chef, mais Ino était un peu le cerveau de cette bande-là. Une autre saga. Voilà. Une autre bande. Une autre bande, parce qu'il y en a eu beaucoup. Dans les années 1940, vous avez eu à Saint-Louis la bande à Doudou Amar, 40-50. Une bande qui a défrayé la chronique dans la ville de Saint-Louis. Malheureusement, les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Alex et Ino m'ont intéressé. Pourquoi? Parce que, avec l'arrestation de Ino, j'avais le sentiment suivant, c'est que c'est un personnage qui avait commencé à séduire l'opinion publique. Il a réussi, il a fait des exploits en matière d'évasion, et c'est quelqu'un qui est devenu sympathique. Avec cette image où il sourit. Et voilà, et donc, il apparaît finalement sous les traits d'un bandit glorieux. De là à ce qu'il devienne un bandit social, il n'y a qu'un pas à franchir. Certainement, il n'a pas pu le franchir parce que si vous regardez bien, en vérité, c'est quelqu'un qui ne s'attaquait pas aux pauvres. Cette bande également a retenu mon attention. Pourquoi? Parce que vous êtes en face de personnes, d'acteurs en conflit avec la loi qui étaient relativement bien organisés. Et ensuite, l'histoire de tous ces leaders indique que nous sommes plus ou moins en présence d'un phénomène de désadaptation qui les a conduits à cela. Et il y a le fait que les deux personnages qui, au fond, ont formé une sorte de binôme pour reprendre un langage militaire ou policier. Vous avez Alex qui était un logisticien, Oui. un as de tout ce qui est conduite des véhicules, etc. Et Ino, maintenant, qui était un cerveau, les stratèges. Et sa mère l'appelait innocent. Voilà, voilà. Mais quand le logisticien, nous sommes sur le terrain militaire, ce qu'on appelle la projection, Oui. la maîtrise de l'espace, le fait de pouvoir parcourir de grands espaces, contrôler l'espace pour que l'acte qu'on veut commettre, que ça puisse se réaliser. Cela est quelque chose d'important. Mais Ino, le cerveau, celui qui fait le guet, celui qui donne le tempo en ce qui concerne ce qu'on appelle l'efficacité opérative, qui dit qu'il faut faire tel et tel geste pour pouvoir entrer dans tel lieu ciblé, etc. Ce duo, quand même, a été... Et c'est une bande organisée. Ah oui. C'est une bande organisée. Vous avez un ensemble de personnes qui gravitent autour de Alex et Ino, mais comme dans le cas des bandes, c'est en perpétuelle composition, recomposition. Mais ce qui est important pour nous, c'est de retenir que dans le langage juridique, on considère qu'on est en présence d'acteurs du crime organisé. Mais professeur, nous allons finir avec ces questions, ces relations entre les bandits et les médias. Aujourd'hui, comment comprendre ces relations-là? Aujourd'hui, on voit un peu que les bandits, et maintenant les médias, l'image que l'on retient de Ino, c'est cette image-là. Quand on l'attrape, il sourit. Boydine également, il est sorti, il a fait une interview. Quelle est cette relation? Comment comprendre ces relations-là? Le bandit est celui qui se cache, non? Pourquoi veulent-ils être sous le feu des projecteurs? Quand on est un acteur
en conflit avec la loi ou un acteur en conflit avec sa société, on appartient au temps du monde. Et le temps du monde, pour nous aujourd'hui, c'est la médiatisation, pour ne pas dire la surmédiatisation. On fait appel aux médias pour faire passer des messages. On fait appel aux médias pour avoir une certaine reconnaissance sociale. On peut faire appel aux médias en espérant que dans le rapport instrumental qu'on va avoir avec ces médias, il sera possible de dire que l'image que l'on veut donner de moi n'est pas une image juste. La forfaiture que l'on m'accuse, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'ils ont compris que le fait divers, Oui. plus que jamais, c'est quelque chose qui marche, est un fonds de commerce qui marche. Le journalisme d'investigation, par exemple, c'est un journalisme qui n'est pas investigué par beaucoup d'hommes des médias. Mais le fait divers, lui, il intéresse. Parce que le peuple aime le Voilà. fait divers. Le peuple aime, mais au départ, si vous faites attention, le fait divers, écrire un fait divers, aller à un tribunal pour assister à un procès, rendre compte de ce procès pour qu'il soit un fait divers, c'était au départ l'affaire du journaliste Exactement, c'est vrai. qui venait d'entrer dans le métier. C'était pour se faire la main. Ce qui veut dire qu'en vérité, les faits divers n'occupaient pas une place importante. Dans le journal Paris-Dakar, pour l'essentiel, vous retrouviez ça à la page 2. Maintenant, quand il y a de grands personnages comme Yadikon, qui font l'actualité... Comme Boydiné. Comme Boydiné, mais non, c'est la une. C'est une nouvelle tendance aujourd'hui. Médias et bandits. On peut mettre une conjonction de coordination. Il y a... C'est une nouvelle tendance. Ah oui, oui. Médias et bandits. On peut mettre une conjonction de coordination. Si on veut, on peut mettre une conjonction de coordination. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est aussi valable pour le bandit que, par exemple, pour bandit et excusez-moi, médias et hommes politiques. Oui. Regardez bien ce qui se passe. Mais les hommes politiques ne se cachent pas. Oui, je sais. Le bandit se cache. Oui, non, il ne se cache pas. Le bandit, celui qu'on considère comme étant un bandit, il se cache quand il veut échapper à la justice. Quand il est poursuivi. Mais quand il n'est pas poursuivi, il ne se cachait pas. Il y a des codes probablement fréquenté les caïdjels de Rebus, c'est-à-dire les maisons de prostituées. Les cases closes, pas les maisons closes, mais les cases closes. Il allait dans les bars. Ah bon? De Koloban. Ah oui. La tournée. Des bars. Ou celui qu'on appelle bandit, il se cache, mais il se cache quand il est poursuivi. Mais l'homme politique également se cache quand il y a la révolte populaire. Ou quand il sent qu'il risque de faire les frais de la furie populaire. Mais bien entendu, il se cache. Parfois, il ne se contente pas de se cacher, mais il quitte carrément le pays. C'est la sortie du territoire. Et dans des pays tels que la France, à un moment donné, on a assisté à ceci. Des hommes politiques se sont mariés à des journalistes. Bref, il y a beaucoup de choses à dire et à redire à ce niveau. Professeur, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, M. Pape Alioune Sarr, de cette invitation. Je pense que vous avez bien voulu me donner la parole pour que je dise au moins à votre public, à ceux qui vous regardent, qui regardent votre émission, que s'intéresser à l'histoire, ce n'est pas seulement s'intéresser aux thèmes que les personnes connaissent de façon classique. Mais il y a des sujets d'histoire, il y a des objets d'histoire
qu'il faut connaître, sur lesquels il faut travailler. La criminalité en fait partie, la biographie du bandit en fait partie, tout ce qui est imaginaire également en fait partie. J'ai publié récemment un texte qui porte sur l'histoire du cimetière et qu'on a délaissé pendant longtemps. J'ai voulu donner ça comme sujet de recherche à des étudiants. Ils n'en voulaient pas. J'avais rigolé en disant, mais c'est quoi le cimetière? C'est pas seulement un lieu de mort, mais c'est un lieu de vie. Mais après cette émission, allez au cimetière de Yoff, vous allez bien voir que le paysage immobilier, le paysage urbain que vous avez ici à Dakar est reproduit là-bas. Les hiérarchies sociales, ils sont également reproduites. On n'est pas enterré là-bas n'importe où. Non. Les bandits de la Sénégamie du 19 au 21e siècle, il fait partie des livres que j'aime le plus. Je lisais ce livre en souriant, même si on parle des bandits, mais c'est par rapport à la qualité de ouvrage écrit par le professeur Ousseynou Faye, publié aux éditions Harmattan, professeur Ousseynou Faye, professeur titulaire des universités, qui était l'invité de votre émission Belle Ligne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.